Nous accueillons à présent Alexandra Spuller, Yves Dubois et Amélie Mazzoni pour présenter les décors à fond blanc, donc un sujet qui nous tient tous à cœur puisque ça fait quelques années maintenant qu'on travaille sur cette question et je ne doute pas que ça ne se clôturera pas aujourd'hui. Donc Alexandra et Yves, nous vous écoutons. Les recherches tokéographologiques menées ces dernières années en Suisse ont concerné entre autres l'étude de plusieurs décors à fond blanc nouvellement découverts. Les besoins conjoints de ces différents travaux ont incité à faire un état du corpus et de la documentation afin de faciliter les premières recherches comparatives au niveau régional. Ce recensement a été présenté avec Amélie Mazzoni en 2021 lors du colloque de Bordeaux. Nous avions alors présenté l'état de la recherche avec 111 occurrences que nous avions réparties dans 3 grandes catégories sur la base de l'article d'Hélène Eristoff et Sabine Grottenbriel portant sur les murs blancs en Gaule entre économie et raffinement, publié en 2006. Pour reprendre la classification proposée par Eristoff et Grottenbriel, nous avions repris la catégorie des fonds blancs dits à décor simple et celle des décors à encadrement et motifs raffinés. Cette classification trace les grandes lignes des usages de ces décors que l'on peut transposer à ce que l'on observe sur le territoire suisse. À cela s'ajoute la série bien particulière et désormais bien connue des systèmes à réseau que nous avons vu aussi dans la communication d'Alix Barbet. En 2021, nous avions relevé que les décors à fond blanc présents dès le 1er siècle de notre ère dans des contextes variés bénéficient d'un engouement croissant qui atteint son apogée à l'époque sévérienne. On notait également que si les décors dits simples sont d'abord majoritaires, cette tendance s'inverse au fil du temps au bénéfice des décors à encadrement et motifs raffinés et des systèmes à réseau. Il s'agissait toutefois des premiers résultats d'un important travail de recensement qui a été approfondi depuis. Aujourd'hui, avec le concours d'Yves Dubois, nous vous présentons un essai de classification plus poussé avec l'ajout de décors issus de fouilles et publications de ces 2 dernières années. Le découpage géographique actuel est certes arbitraire lorsque l'on tente de faire une synthèse des décors d'époque romaine sans tenir compte du découpage administratif romain. Cependant, ce recensement helvétique avait pour ambition de faire un état de la recherche et des publications sur le sujet. Afin de réunir un corpus cohérent et exploitable, 2 critères principaux ont été appliqués, comme en 2021. Ainsi, seuls les décors publiés et dont une restitution, un dessin ou une photographie complète la description ont été sélectionnés. Nous avons également décidé de prendre en considération uniquement les décors à fond uniformément blancs. Pour l'instant, ceci exclut les décors dont un seul registre serait à fond blanc, ainsi que les décors mixtes, comme pour la galerie 16 de la villa d'Orbe à l'écran. Avec les nouveaux décors découverts et publiés, le corpus contient 127 occurrences, systématiquement répertoriées et inventoriées selon différents champs liés au contexte, à l'état de découverte, au type de motif et aux datations. De ces 127 occurrences, nous avons enlevé les ensembles extrêmement fragmentaires dont il était difficile de définir la catégorie. Nous avons donc retenu un total de 101 décors, dont 51 proviennent d'un contexte fiable, puisque retrouvés in situ ou en plaques effondrées dans la pièce qu'ils ornaient. Les modalités de classification ont été drastiquement revues et s'écartent des tentatives antérieures. Il ressort en effet de l'examen de l'ensemble du corpus qu'un essai de classification doit se baser non tant sur la présence ou non d'un certain répertoire décoratif, ou encore du lieu de mise en œuvre d'un genre de décor spécifique, mais bien sur la seule structure de la composition de parois ou de couvrement, le schéma de composition ou de construction du décor. Il en découle, face au regroupement des décors qui ont pu être constitués selon leur schéma de construction, que certaines composantes sont prises en compte pour définir une catégorie, alors qu'elles sont absentes dans la définition d'une autre, même si elles y existent, mais n'y sont plus l'élément déterminant. Il nous a paru aussi nécessaire d'en rester à des groupes assez larges dans leur définition, de manière à avoir un système de classification ouvert qui puisse être complété en fonction de nouvelles découvertes. À noter à ce propos que notre classification ne se fonde en l'état que sur les décors exhumés en Suisse.
Il s'agira de vérifier sa pertinence et la corriger ou l'enrichir en y confrontant les décors de l'ensemble des provinces nord-occidentales pour lui donner toute sa légitimité. Ainsi, cette classification se base sur 3 critères. Le premier niveau concerne la structure générale du décor et souvent, l'agencement de la zone médiane en est l'élément le plus déterminant, ce qui est le cas pour les 4 premiers groupes, à savoir les décors à bancs défilés, décors à interpanneaux, décors à panneaux en dédicule et imitation d'architecture. Le deuxième critère définit l'agencement des zones inférieures, si elles sont continues ou compartimentées. Et le troisième critère permet d'affiner la classification en fonction de certains motifs. En l'état des vestiges, les zones supérieures, lorsqu'elles sont conservées, ne paraissent pas offrir de critères discriminants. Elles n'ont donc pas été prises en compte pour l'instant dans cette réflexion car elles sont trop souvent lacunaires, voire manquantes. La chronologie des décors répartis dans les différents groupes est encore à préciser, mais ils esquissent déjà des tendances datant soit une part de décor au sein d'un groupe, soit un groupe spécifique complet, donc l'apparition d'un genre décoratif, comme par exemple le groupe 4 d'époque antonino-sévérienne. Ces tendances sont souvent caractérisées par des motifs constitutifs spécifiques, comme par exemple les filets du 1er siècle face aux bancs des filets antonino-sévériens, pour ne citer qu'un exemple bien connu. Pour le premier groupe, les décors à bancs des filets reprennent la même catégorie des décors dits simples de l'article d'Eristoff et Grottenbriel. Ces décors sont caractérisés par une zone médiane structurée par des encadrements composés de bandes et de filets, souvent rouges, noirs ou jaunes. La combinaison la plus fréquente est celle d'une bande jaune ou rouge, limitée par ou flanquée de 1 ou 2 filets noirs. Dans le groupe 1-1, la zone inférieure se limite à une plinthe haute, mouchetée continue, avec ou sans compartiment d'angle. Dans le groupe 1-2, le groupe 1-2 présente une plinthe mouchetée, mais cette fois-ci compartimentée, avec un rythme qui peut être calé sur celui de la zone médiane. Le groupe 1-3 réunit les zones inférieures constituées de compartiments à bandes et filets d'encadrement intérieur, mais sans motif de remplissage. La majorité des filets intérieurs de zone médiane, formant un cadre ou tombant directement sur une bande de transition, sont peints en noir. Un type d'encadrement interne se démarque sur 6 décors dont les panneaux sont agrémentés de filets qui se croisent dans les angles. Les datations connues pour 4 de ces exemples permettent de les situer entre le milieu du 1er et le début du 2e siècle après Jésus-Christ. Les contextes dans lesquels ces décors sont attestés sont diversifiés. On les retrouve tout d'abord dans des maisons modestes de quartiers artisanaux. C'est le cas pour la maison de Studen-Petineska ou celle d'Yverdon-les-Bains. Ce type de décor peut également orner les parois de salles utilitaires, des couloirs ainsi que des locaux des quartiers serviles des plus riches de Mousse ou Villae. Parmi les nombreuses occurrences mises au jour dans ces contextes se trouvent les décors de la probable cuisine du bâtiment de la villa de Vallon, ceux d'un portique de la villa de Communy, un couloir dans la villa d'Orbe et des locaux dans les quartiers des domestiques du palais de derrière la tour à Avenches. Les 2 décors successifs de la pièce 7 du bâtiment B de la villa d'Oberweningen et celui de la pièce de l'aile ouest du bâtiment A de la villa de Sèbe permettent d'attester l'existence de cette catégorie dans des zones thermales. Et enfin, la présence d'un décor à bancs défilés peut également être relevée en contexte funéraire sur les parois d'une des chambres de la nécropole de Minusio, au Tessin. La deuxième catégorie se définit par une zone médiane rythmée de panneaux et d'interpanneaux. Ces derniers peuvent être étroits, vides ou rehaussés d'un filet, ou plus larges, agrémentés de hampes, de candélabres et tiges végétales. Le groupe 2-1 comporte une zone inférieure qui peut être continue, ou avec ou sans motif et ou plainte. Mais la grande majorité des zones inférieures, celles du groupe 2-2, présentent un registre compartimenté, soit agrémenté de motifs végétaux,
comme en particulier des touffes de feuillage, soit d'encadrement intérieur avec ou sans ornementation. Le sous-groupe 2 de 1 donc, se distingue, comme je l'ai dit, par les nombreuses touffes de feuillage, toujours placées en contact du sol dans les compartiments ou intercompartiments. La position des touffes de feuillage en intercompartiment n'est pas un critère déterminant. En effet, seuls 3 exemples de touffes sont assurés en intercompartiment. Le sous-groupe 2 de 2 réunit les décors dont les zones inférieures sont ornées d'autres motifs. Ah oui, pardon, je me suis décalée dans le PowerPoint. Donc, quelques exemples avec des touffes de feuillage en zone inférieure et des exemples pour le sous-groupe à encadrement intérieur avec ou sans ornementation, où on peut trouver d'autres types de motifs comme des guirlandes, des jeux de rubans ou encore des boucliers. On intègre dans cette catégorie 2 le cas particulier du décor du cryptoportique de la villa de Maikirch. Ici, la zone médiane est particulière car elle a la spécificité de dilater les interpanneaux en panneaux de façon à y insérer les fenêtres du cryptoportique. Avec cette catégorie 2, le fond blanc n'est plus seulement un choix économique et pratique pour apporter de la lumière, il devient un choix esthétique qui met en valeur les motifs colorés. Ces décors sont attestés dans des contextes variés, dans plusieurs espaces de circulation, dont la fréquentation se prête à des choix esthétiques plus raffinés que les exemples vus pour les décors à bancs des filets, comme l'exèdre du cryptoportique du Forum d'Avanches ou les cryptoportiques des villas de Maikirch, Bözingen et Bux. De nombreuses attestations de ce type de décor se retrouvent également dans des zones thermales de bâtiments publics ou privés, comme dans la Mansio de Windisch ou encore la vallée d'Estavayer-le-Gibelou. La villa d'Estavayer-le-Gibelou. Donc ce type de décor est de plus attesté dans un contexte d'une boutique, notamment à Coire, dans les Grisons. Pour les décors à panneaux en édicule, nous retenons à ce jour sous cette catégorie que 2 décors définissant provisoirement 2 groupes. Les décors d'Orbe Galerie 18 et d'Augst Insula 8 présentent en effet toutes deux en zone médiane des panneaux en édicule, très différents, mais qui n'en possèdent pas moins un caractère architectural, fût-il schématique. Les édicules alternent avec des hampes végétales ou des candélabres. Leur distinction se marque dans leur soubassement. Le décor d'Augst, publié dans Pictor 6, présente une zone basse imitant un podium à saillants et redans. C'est le groupe 3.1, ou piédestaux, alors que celui d'Orbe, un registre compartimenté sur plainte, groupe 3.2, intégrant apparemment des scènes figurées sur sol factice. Le décor d'Augst, daté dans le second quart du IIe siècle, reprend la typologie des édicules connus en Gaule et en Germanie pour la même époque. Il orne la petite pièce chauffée d'un appartement, cubiculum peut-être. Le décor d'Orbe, d'époque antonine mais intégrant des motifs au caractère miniaturiste de type 4e style, colonnettes grêles, architraves en perspective, etc., ornait une galerie d'apparat. La finesse d'exécution et les délicats motifs d'architecture miniature permettent de comprendre cet espace comme un lieu de passage véritablement privilégié, à forte connotation de représentation, puisqu'il relie l'habitat et la partie de réception. Les imitations d'architecture, le groupe 4, ces décors intègrent entre les panneaux médians des pilastres cannelés, en grandeur nature ou en tout cas de grandes proportions. La zone médiane est donc ici déterminante pour la détermination du groupe, bien sûr, et du type de décoration, comme pour se développer dès le deuxième moitié du deuxième siècle. Les pilastres y sont mis en avant comme élément majeur de la composition peinte, renvoyant à la structure architecturale de la pièce dans l'esprit du deuxième style, dont les réminiscences en Italie apparaissent à cette époque. Ces éléments ne sont plus ornementaux, mais reprennent un rôle structurel de l'espace où ils sont distribués. La zone inférieure est soit continue, groupe 4.1, sous forme de simples plaintes mouchetées, comme à Avanches Insula 10, soit compartimentée, le groupe 4.2, auquel cas elle est simple et ornée de touffes de feuillage, comme à Vallon, Galerie 9, 4.2.1, où présente un caractère architectural, 4.2.2, dont témoignent les tables moulurées restituées en intercompartiment à Kempraten. En l'état des occurrences, la nature du couronnement architectural, méandre, corniche,
entablement n'apporte pas de critères discriminants supplémentaires. Les pilastres plus ou moins schématisés présentent globalement les mêmes caractéristiques sur les différents sites où ce type décoratif est mis en œuvre. Pièce des thermes de la villa d'Estavayer à Giblou, Avanches, pièce L15 de la maison de l'Insula, de la maison 2 de l'Insula 10 Est, décor fragmentaire de Krempraten flou. Dans le portique neuf de la villa de Vallon sur Dompierre, les pilastres peints sur chaque montant d'arcature a pour effet d'accentuer l'architecture réelle, puisque les pilastres fictifs sont placés entre les arcs et les colonnettes aux angles des ouvertures. Ils se situent ainsi ici, au-dessus des compartiments de zone inférieure, parés de touffes de feuillage, reprenant la décoration végétale définie pour la catégorie 2 et présente dans les lieux de passage, rappel ou prolongement fictif dans le portique de la végétation réelle du jardin contigu. Ces décors du groupe 4 sont dans la seconde moitié du IIe siècle et la première du IIIe sans doute, des décors d'apparat par excellence. Ils ornent galeries et pièces de représentation, voire pièces privées comme à Avanches, mais en endossant cette même connotation. Nous y voilà. Les systèmes à réseau, la cinquième catégorie, se rattache à la fois à la décoration des parois et à celle des voûtes et plafonds. Sur l'ensemble du corpus des 35 systèmes à réseau connus pour le territoire suisse, 31 répartis sur 21 sites sont à fond blanc, contre 4 à fond polychrome. Au total, 25 de ces 31 décors sont positionnés en couvrement contre 4 en parois et 4 autres pour lesquels un positionnement en parois ou en couvrement n'a pas pu être déterminé. En outre, sur les 28 décors de couvrement de ce corpus, 23 donc, sont des systèmes à réseau. Le choix d'un système à réseau sur fond blanc pour orner un plafond ou une voûte semble donc privilégié. Les décors se répartissent, pour reprendre la typologie des systèmes à réseau, entre le type 15 à quadrillage droit, le type 17 à quadrillage oblique, le type 18 à double quadrillage droit et oblique, le type 22 à cercle tangent et le type 23 à cercle séquent, enfin le type 26 à octogone adjacent. En raison de leur fragmentation, 5 décors, on l'a dit, n'ont pas été attribués à un type. Le plus ancien décor est celui de Riom Kadra, daté entre la fin du 1er siècle et la première moitié du 2e siècle. On retrouve ensuite 7 décors dans le courant du 2e siècle. La majorité des décors, plus tardifs, sont tous datés de l'époque sévérienne. Concernant les contextes pour lesquels des systèmes à réseau à fond blanc, sont attestés, on note une préférence pour ce type de décor dans les petits espaces peu éclairés et souvent chauffés, tels que les pièces thermales, 10 pièces thermales sur les 31 décors, comme à Avanches dans les thermes publics de l'Insula 29, le Laconicum 32 de la villa d'Orbesea ou encore la pièce 1 des thermes de la villa de Holstein. Cette catégorie peut aussi orner le couvrement des espaces de circulation pour lesquels un certain appareil est de mise, tel que le plafond du couloir D de la zone sud de l'Insula 7 d'Avanches ou le cryptoportique de la villa de Bösingen que vous avez là en bas. Toujours en contexte d'habitat, ce type de décor est attesté dans 2 cubiculas de la villa d'Orbesea et dans une antichambre de la villa de Vallon sur Dompierre. Les systèmes à réseau sont également attestés dans une mansio, une muntatio à Coire, dans les pièces D et F de la maison de l'Achrea d'Orsch et à Riom Kadra, déjà citée. Ainsi enfin que dans la boutique de la maison du Mercure à Coire, que l'on a aussi également cité pour ses parois. À Gamsen, enfin, fin fond du Valais, un système à réseau est attesté en contexte religieux dans un bâtiment maçonné interprété comme un sanctuaire. Enfin, un décor à réseau décorait le mur du podium de l'unique édifice de spectacle de ce corpus, l'amphithéâtre d'Augst. La dernière catégorie concerne les décors autres de plafond et de voûte, beaucoup moins nombreux puisqu'ils sont 3 sans doute. Ils présentent des compositions centrées. Le premier est bien connu, il s'agit de la voûte d'une pièce chauffée de la maison 2 de l'Insula 10 d'Avanches, avec une composition centrée à cases écartées et symétriques. Autour d'une figure volante, des cases comportant les bustes des saisons dans les angles sont reliées par des rubans tressés à des cases de nature morte. Ici, cette composition centrée de voûte est associée à un décor d'imitation d'architecture du groupe 4.
Le second exemple, plus hypothétique, provient de Martigny, où un plafond sur lattis de bois a pu être restitué pour l'apparatorium du Mitréum. Au centre, un carré sur la pointe et dans les diagonales, des tiges végétales se croisent et forment des ovales. Au milieu des carrés, des quatre côtés, sont disposés des tableautins, dont un a conservé son motif central, un lévrier courant entre deux arbres. Le troisième exemple, également sujet à caution, est le décor que vous voyez en bas à Bern-Bumplitz et que évoqué aussi Alix Barbet tout à l'heure. Il provient d'une galerie de cette villa. C'est une découverte ancienne qui a été globalement mise comme ça se faisait à l'époque dans des plâtres. Donc c'est très difficile de savoir de quoi il en retourne. Et les propositions faites dans le bulletin du CPMR sur la Suisse par Michel Fuchs sont la seule piste, on va dire, pour l'interprétation de ce décor en plafond en position centrée. En conclusion, la voilà, elle est neutre. En conclusion, alors vous le voyez, hein, cette première tentative de classification de ces décors, en tout cas, fonctionne très bien sur l'ensemble du corpus suisse. On l'a dit, il faut que maintenant on le confronte à d'autres décors des provinces nord-occidentales, ce qui sera fait avec aussi une analyse plus approfondie des questions de datation et de chronologie de ces décors pour les actes de colonne. Voilà. Alors, grand merci pour cette communication que je trouve passionnante, surtout que vous corrélez votre catégorisation avec les espaces que ces éléments décoraient. Donc, et Yves, tu réponds en fait à ma question. Je voulais savoir si vous alliez continuer à travailler dans ce sens-là par rapport aux autres provinces, et notamment de la Gaule. Donc, effectivement, ça nous intéresse beaucoup. Peut-être avez-vous déjà en tête des décors qui seraient à ajouter dans ce système oui. Dont vous avez vu, enfin, voilà, si on reprend le système de base, voilà. Peut-être qu'il y a déjà des choses qu'il faut rajouter ou peut-être corriger. Enfin, pour l'instant, on a eu l'impression que le système tel que présenté ici fonctionnait parfaitement. Il a l'avantage justement d'être ouvert pour ajouter, cas échéant, des catégories ou préciser au niveau 3 par rapport au motif, si ça paraît pertinent, des catégories supplémentaires. Un projet collectif international. Voilà. Bon, y a-t-il des questions ? C'est pas une question, mais une remarque. J'ai présenté demain matin un décor de Chartres à fond blanc, et c'est juste pour vous dire que, en tout cas, a priori, ça colle tout à fait avec votre cadre, parce que donc c'est un décor à panneaux en édicule, et j'ai eu beaucoup de peine à trouver. Enfin, j'ai trouvé très peu de comparaisons. Et donc là, je guettais en me disant combien ils ont de panneaux de décor à panneaux en édicule, donc seulement 2. Voilà, c'est juste pour dire que ça s'intègre. Ça semble s'intégrer dans votre cadre. Donc j'ai cherché des comparaisons dans toute la Gaule. Ouais. C'est intéressant parce qu'on voit que les panneaux à édicules, c'est plutôt une tendance décorative polychrome. Oui. Mais avec panneaux rouges et interpanneaux noirs, ça exactement, on en a. Tout à fait, on en a des tripotés. Mais sur fond blanc comme ça, c'est vrai que c'est très rare.